Bonjour à tous. Nous entamons cette revue de presse avec un président, le nôtre en l'occurrence, qui a, comme on dit, passé l'hémistiche. Oui, petite phrase et gros point d'interrogation hier durant l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. J'ai passé l'hémistiche. Très littéraire. Qu'a-t-il voulu dire par là? Le Figaro mène l'enquête ce matin et ressort son petit Robert et son littré. L'hémistiche, c'est la moitié d'un vers alexandrin. Une coupure pour en faciliter la prononciation et en augmenter la cadence. En clair, Emmanuel Macron vient nous dire qu'il a dépassé la moitié de son quinquennat et qu'il est grand temps de fixer un nouveau cap. Et sur ce point, les quotidiens ce matin ne font pas dans la poésie. Macron se réinvente en Macron, titre l'opinion. La réinvention fait pchit pour l'humanité. Au mieux, note Paul Quignot dans Libération. Le président a délivré hier le discours d'un Premier ministre à la veille de la déclaration de politique générale de Jean Castex. Jean Castex et Emmanuel Macron. Voilà un duo improbable et une histoire secrète. C'est à lire dans le Figaro. Oui, c'est à lire en page 4. Un article très fouillé d'Arthur Berda et Mathilde Sirot. Les deux hommes, en fait, n'ont pas cessé de se croiser depuis bientôt 10 ans. 2012, Nicolas Sarkozy laisse les clés de l'Elysée à François Hollande. Au même moment, dans les étages du palais, poursuit l'article, deux hommes discutent. L'un est secrétaire général adjoint de la présidence sur le départ, Jean Castex. L'autre s'apprête à le devenir, Emmanuel Macron. Les deux hommes se retrouvent ensuite de commission en réception jusqu'à la mi-avril 2020, où l'on apprend que c'est Édouard Philippe qui avait soufflé le nom de Jean Castex pour déconfiner la France. Depuis son arrivée à Matignon, Macron et Castex se toisent, mais s'apprécient. Certains remarquent déjà des atomes crochus, à commencer par des attaches communes. Les Pyrénées, lieu de naissance pour l'un, lieu de vacances pour l'autre. Preuve, écrivent les journalistes, qu'il faut parfois chercher d'où l'on vient pour savoir où l'on va, revenir aux sources pour se réinventer. Dans vos journaux également, ce mercredi matin, il y a des histoires d'équipe et de cohabitation. Ouais, l'équipe de France de football dévoreuse d'hommes, carrément. C'est en page 12 de Libération. Le journal interroge ce matin un historien sur les relations étroites qu'entretiennent la société française avec les Bleus. Un baromètre de mesure des flux migratoires, peut-on lire. Une dimension politique aussi. Les joueurs n'ont pas toujours chanté la Marseillaise, ils sont aujourd'hui rappelés à l'ordre. Enfin, la dimension humaine est essentielle. Sur 22 joueurs, combien laisseront une trace dans l'histoire? L'individuel est souvent broyé dans le collectif. Eux ne dévorent pas les hommes, Bernard. Les ours, en pleine page du Figaro, page 11. Peuvent-ils cohabiter avec l'homme, s'interroge Vincent Bordenave. Alors que la question enflamme les Pyrénées, le journaliste rapporte une étude du CNRS publiée ces derniers jours. Celui qui a peur dans l'histoire, eh bien, c'est l'ours lui-même. Exemple, en Amérique du Nord, ces 40 dernières années, à mesure que la présence humaine s'est étendue, les ours ont changé leur comportement. Ils sont devenus noctambules. Ils vivent la nuit pour éviter les contacts. Et cette peur de l'homme, elle se transmettrait aujourd'hui entre générations, quasi génétiquement. Développer de nouveaux projets de recherche, conclut Vincent Bordenave, ce sera peut-être la solution pour réconcilier éleveurs et prédateurs. Et on termine cette revue de presse avec un acteur ultra populaire qui désormais est au panthéon des cinéphiles. Je sens pointer le camarade de Funès. Exactement, bien vu, la Cinémathèque qui rend hommage donc à partir d'aujourd'hui à Louis de Funès. Un grand écart finalement entre le grand public et les puristes du 7e art, écrit Yves Jaglet dans le Parisien. Pourquoi de Funès nous fait-il toujours rire? C'est-à-dire en page 26. Vous avez trouvé des réponses justement. D'abord parce que Louis de Funès, c'est un phénomène intergénérationnel. Tenez, le 22 mars dernier, en plein confinement, 5 millions de personnes, 5 millions étaient devant la télévision pour regarder une énième rediffusion de La Grande Vadrouille. De Funès, c'est aussi l'incarnation du français râleur par excellence. Il a tous les défauts, on ne peut donc pas le détester, c'est nous en pire, résume le commissaire de l'exposition, Alain Kruger, qui poursuit en une seconde. Il peut avoir 15 expressions différentes, même en arrière-plan, on le remarque. En clair, Louis de Funès ne faisait pas les choses à moitié. Merci beaucoup Marc Bourreau. Je me permets de rajouter quelque chose parce que vous l'avez sans doute lu, ça a appartenu votre attention. C'est l'enquête dans les Échos sur la monnaie de Paris et la frappe de l'argent, la frappe des pièces de monnaie. Oui. La question étant de savoir si avec tout ce monde numérique qui nous entoure, il restera encore de l'argent liquide dans nos poches et nos portefeuilles. Eh bien, il apparaît que les Français notamment, mais pas que nous, on reste attachés quand même à cet argent fiduciaire liquide, mais qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne paye pas en liquide qui semble être autour de 20 €. Enfin, c'est très, très intéressant. Ils ont fait un reportage aussi à l'usine de Pessac où on fabrique les pièces. Enfin bon, voilà. C'est très bien. Ça, c'est à lire aussi dans les Échos ce matin. Merci. Cette revue de presse était signée Marc Bourreau. Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h35 exactement. Restez avec nous sur cette antenne et restez surtout avec les deux esprits libres de ce matin que sont mes deux confrères Cécile Cornudet, une consoeur donc des Échos justement, et Jérôme Chapuis de La Croix. À tout de suite.